Merci l'équipe d'organisation et le comité scientifique, à leur tête le président et monsieur le doyen, pour cette initiative qui nous a permis de se réunir avec tous les collègues de différentes disciplines, avec les étudiants en graduation et en post-graduation. J'ai proposé ce thème, artérite géante, quelle prise en charge aux urgences. Ce thème, donc, je l'ai proposé vu que cette maladie a connu plusieurs évolutions sur le plan sur le plan connaissance. On est passé de la maladie d'Orton vers l'artérite géante. C'est une vascularité systémique qui affecte les vaisseaux de gros et de moyen calibre. Elle touche plutôt les sujets âgés et le diagnostic il est basé beaucoup plus sur la clinique. C'est une pathologie qui est considérée comme une grande urgence thérapeutique parce que le traitement il permet la récupération complète de la vision et même de certaines atteintes d'organes. On ne peut pas parler de vascularite sans rappeler la classification de Chapelet des vascularites et notre pathologie, elle se situe dans ce groupe des pathologies des gros vaisseaux. Donc ça veut dire quoi gros vaisseaux? Ça veut dire les vaisseaux, les atteintes qui touchent l'aorte et les principales bifurcations. Et notre pathologie, donc l'artérite géante, elle touche beaucoup plus les gros vaisseaux et elle peut toucher aussi les vaisseaux à destination d'organes, c'est les vaisseaux de moyen calibre. Quand évoquer cette pathologie, comme on a dit, c'est un diagnostic clinique, donc on a besoin de certains éléments d'orientation. La forme classique de cette pathologie, c'est un sujet âgé de plus de 50 ans et la plupart du temps, c'est un sujet aux alentours de 70 ans qui consulte pour une céphalée. Et la particularité de la céphalée, c'est une céphalée inhabituelle et récente. Et il peut constituer aussi pour une douleur de la mâchoire, voire une claudication de la mâchoire, hyperécise du cuir chevelu, un aspect saillant et induré de l'artère temporale. Il peut consulter aussi pour des douleurs des épaules ou de la ceinture scapulaire et parfois même pour des signes généraux. Le patient aussi peut présenter une altération de l'état général isolé ou un syndrome inflammatoire isolé persistant. Il peut présenter lors de l'exploration qui a été demandée dans un but ou un autre des signes inflammatoires au niveau des artères, principalement les branches de l'artère carotide externe. Donc, devant ce tableau clinique, on considère ce qu'on appelle la maladie, l'artérite géante suspectée. Et la notion de maladie suspectée, donc elle est donnée beaucoup plus à ces vascularites des gros vaisseaux, en particulier la maladie Takahashi et l'artérite géante, et c'est toutes les situations cliniques qui peuvent nous orienter vers cette pathologie qu'on avait déjà citée. Puis, donc, on entame notre examen clinique à la recherche de signes généraux, de signes céphaliques, de signes articulaires et de l'aortite, qui peut être parfois symptomatique avec une anisotension ou un souffle à l'examen, mais la plupart du temps, cette aortite, elle est infraclinique. Donc, l'examen de l'artère temporale, il doit être bien fait, elle est visible, elle est palpable. Donc, dans la maladie de l'artérite géante, l'artère, elle devient turgescente, sensible, indurée, irrégulière, avec hypopulsatilité ou bien absence complète de pouls. Donc, cette pathologie, elle a aussi des manifestations extracrâniales, en particulier, comme on avait déjà cité, la sténose artérielle, les anévrismes artériels, l'absence de poids à l'examen ou la claudication intermittente. Et devant ce tableau clinique, associant les signes fonctionnels et ces signes crâniens et extracrâniens, on définit la pathologie non sévère. La pathologie non sévère, c'est la pathologie, donc l'artérite géante, avec tout ce qu'on avait cité comme signe, et on associe aussi les atteintes articulaires et musculaires. La pathologie donc, peut se présenter dans une forme un peu plus sévère, en particulier donc, après plusieurs semaines d'évolution, voire plusieurs mois d'évolution d'un tableau qui n'est pas spécifique, ou bien elle survient d'une manière brutale. Et là, le danger, il vient de signes visuels, comme vous voyez ici, la baisse de la vision, la diplopie, ou bien qui est transitoire, ou permanente. Le patient peut se présenter ici pour un tableau similaire d'AVC ou d'AIT et la particularité, c'est qu'elle touche de manière prédominante le territoire postérieur. Donc, et ces manifestations classent la pathologie dans le groupe des syndromes de l'ischémie crâniale et qui est défini aussi par tout ce qu'on avait cité comme signe
donc visuelle et neurovasculaire. Donc cette atteinte ophtalmologique doit être évaluée et l'ophtalmologue il est incontournable ici. Donc là, il doit envoyer le patient pour une évaluation parce que l'atteinte ophtalmologique, elle représente la gravité immédiate, la perte de la vision, mais aussi la perte de l'autre œil, ça veut dire la bilatéralisation qui peut survenir dans les semaines qui suivent le premier événement. Donc, l'atteinte oculaire peut être monoculaire, bilatérale, ou bien transitoire ou permanente, voire une cécité corticale qui est rare. Donc là, l'évaluation doit se faire parce qu'on a parfois une ischémie corticale postérieure qui donne cette cécité. Et lors d'une étude dans 2 centres de référence, la principale atteinte oculaire retrouvée à l'examen, c'est bien la neuropathie optique ischémique antérieure qui prédomine. Donc, en plus de cette atteinte grave, on a l'ischémie. Et cette ischémie, elle peut donner une nécrose de la langue, elle peut donner une nécrose de voile de palais ou une nécrose de scalp. Comme elle peut être donc, associée donc, à un IDM, AVC, l'AOMI, ou même donc, là où le risque est multiplié par 1,7. Donc, pour la nécrose de scalp, comme vous voyez ici, un patient qui avait consulté pour un tableau non spécifique, par la suite, 3 semaines, il y avait cette plage de nécrose de scalp qui est suivie d'une atrophie et alopécie cicatricielle. Donc là, c'est vrai, c'est rare, mais ça existe. La nécrose de la langue, comme vous voyez ici, c'est une patiente de 77 ans qui a présenté cette douleur et nécrose de la langue. Et le diagnostic, comme il a été posé, 6 semaines après, la patiente elle a récupéré quand même la langue avec 10 séquelles. Donc aussi, dans les atteintes oculaires avancées, on a parfois une atrophie de globe oculaire qui est liée à l'atteinte du nerf optique. Par rapport à l'ischémie, il faut savoir que la maladie d'Orton peut s'associer donc à l'IDM, l'AVC ou l'AOMI, et ce risque il est multiplié par 4 le premier mois après le premier événement. C'est l'intérêt de traitement. Et à partir de là, on définit aussi une autre forme clinique, c'est la forme sévère de la pathologie, là où on a l'atteinte oculaire, l'atteinte vasculaire cérébrale, l'atteinte ischémique cardiaque et même l'ischémie du membre inférieur. La démarche, du moment où on a dit que c'est une grande urgence thérapeutique, on doit, dès la suspicion de diagnostic, on doit installer rapidement donc, notre thérapeutique, vu que les complications ischémiques, principalement ophtalmologiques, sont irréversibles. Donc la mise en route de traitement ne doit en aucun cas être retardée, parce qu'on avait déjà dit que c'est une urgence thérapeutique absolue. La démarche, comme elle a été proposée par le PNDS, comme vous voyez ici, dès la suspicion, si on a une atteinte ophtalmologique, on peut proposer une corticothérapie d'emblée. Si la suspicion elle est élevée, mais il n'y a pas d'atteinte ophtalmologique, si le bilan va prendre plus de 7 jours, on peut commencer aussi la corticothérapie. Mais si la suspicion reste faible à modérée, dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, où le patient bénéficie d'une exploration avant d'entamer la thérapeutique. On définit aussi ce qu'on appelle la maladie active. C'est quoi la maladie active? C'est l'apparition, la persistance ou bien l'aggravation d'un signe déjà présenté par le patient en dehors de séquelles. Et là, donc, la CIR, donc, elle a défini donc, cette forme active comme un repère pour proposer une thérapeutique en fonction de la présence ou non de l'atteinte oculaire ou des formes graves d'ischémie. Et là, vous voyez ici que quand on a une forme active avec une atteinte pronostique, c'est les bolus de corticoïdes qui sont proposés plus que le traitement par voie orale. Quand il n'y a pas d'atteinte critique, dans ce cas-là, on peut soit introduire ou augmenter la dose thérapeutique. Le diagnostic définitif, vu la suspicion, donc on va passer aux examens de confirmation. Et là, donc, on a des éléments cliniques, des examens complémentaires et principalement la réponse au traitement corticoïde. Donc, le syndrome inflammatoire doit être recherché avec les éléments habituels. On peut évaluer donc l'atteinte artérielle, particulièrement les artères au niveau de transport aortique. Et là, vous voyez qu'on a une plaque hypoéchogène. On peut aller vers l'examen des artères temporales et les Américains disent qu'il faut avoir de l'expertise pour se prononcer. Comme vous voyez, l'artère temporale est là. On peut assister. Donc, c'est une artère ici, c'est une artère qui est normale. Et là, vous voyez l'halo inflammatoire. Et ici aussi, c'est la loi inflammatoire. Et là, on a les cut-offs utilisés pour le diagnostic en fonction de l'artère explorée. Donc, on peut aller vers l'angioscanner, voire l'angio-IRM pour rechercher donc, cette atteinte artérielle. Et le PET scan nous permet aussi une évaluation de l'atteinte, en particulier dans les atteintes extracrâniennes, l'aortite
et pour faire le bilan d'extension de cette maladie. La biopsie de l'artère temporale, elle est toujours proposée en particulier pour l'ACR. Et là, donc, vous voyez qu'on doit avoir un segment de 2 cm pour une analyse. La bilatéralisation de la biopsie de l'artère temporale peut être proposée aussi en cas d'une première qui n'est pas contributive. L'anapath aussi permet le diagnostic. Et on a les critères de l'ACR qui ont été modifiés en 2022 et qui ont pondéré tous les éléments qu'on avait déjà cités. Mais selon le PNDS, ces critères sont des critères de classification. Ils ne sont pas considérés comme des critères diagnostiques, donc ils ne doivent pas être un obstacle pour la gestion. Et là, donc, on essaye d'aller vers la rapidité du diagnostic et on a les fast track JCA. Donc, dès la suspicion clinique, on dose la CRP. Si la CRP elle est négative, on va aller vers le Doppler. Si le Doppler est négatif, on essaie d'aller vers autre chose. Si la CRP elle est fortement positive ou bien une complication ischémique, on commence d'emblée le traitement. Le cas intermédiaire, donc on va demander des examens complémentaires pour poser le diagnostic. On fait un bilan d'extension. Et là, l'artérite ciligiante, elle touche beaucoup plus l'aorte, les artères à destination cérébrale, ou bien l'artère à destination cérébrale. Et à partir de cette évaluation de l'extension, on définit 2 principales formes de l'artérite ciligiante, crâniale et extracrâniale. Et dans la crâniale, on a la mixte. L'extracrânial pose le problème diagnostic différentiel avec la maladie de Takayasu. Ce n'est pas une différence d'âge ni une différence de localisation, c'est aussi une différence sur le plan physiopathologique et thérapeutique avec les interleukines 17 qui sont impliqués dans la fibrose de la Takayasu. La prise en charge, il faut connaître quelques concepts. Le bolus de corticoïdes, c'est 500 à 1000 mg par jour ou bien 30 mg par kilo chez l'enfant. Et la dose élevée de corticoïdes, c'est 1 mg par kilo sans dépasser les 80 mg. La dose modérée, c'est 0,5 mg sans dépasser les 40 mg. Et la faible dose, c'est toujours inférieur ou égal à 10 mg de corticoïdes par jour. Les traitements non biologiques, non corticoïdes, immunosuppresseurs sont cités, l'azathioprine, le phénonomide, méthotrexate, MMF et cyclophosphamide. Et les biologiques qui sont utilisés dans l'artérite ciligiante sont l'abatacept, le tocilizumab et les TNF inhibiteurs. Donc, le traitement aussi chirurgical doit intervenir, en particulier par l'angioplastie, les stents, les bypass vasculaires et donc, la prise en charge, donc, elle est graduée. Si on n'est pas devant une forme compliquée, donc, on peut proposer un 0,7 mg par kilo. L'artérite compliquée, c'est 1 mg et l'atteinte ophtalmique, c'est les bolus et qui sont donnés de manière immédiate. On définit aussi la rémission, c'est la disparition de tous les signes. La pathologie réfractaire existe, ça veut dire on dit qu'elle est très sensible aux corticoïdes, mais on peut assister à une forme réfractaire et là, donc, on a un recours aux immunosuppresseurs et la rechute peut survenir aussi, elle peut atteindre jusqu'à 40% de patients donc, en cours de l'évolution et là, donc, c'est une activité après une période de rémission. Le dernier point à aborder concernant la gestion de la maladie de l'artérite ciligiante, c'est la gestion des périodes périprocédurales, que ce soit pour une complication liée à cette maladie ou bien pour une autre complication, appendicite ou autre. Donc, est-ce qu'il faut mettre des corticoïdes? Ce qui est connu jusque-là, c'est qu'on doit couvrir le patient par une forte dose de corticoïdes en péri avant, au cours et après le geste chirurgical quand il s'agit d'une pathologie ou d'une activité de la maladie. En dehors de l'activité de la maladie, en dehors de formes compliquées de la maladie, on évalue l'activité. Par la suite, on propose la corticothérapie en fonction de la situation. Pour terminer, je peux vous dire que c'est une pathologie qui n'est pas très fréquente, elle touche les sujets âgés fragiles. Le diagnostic il est plutôt clinique. La thérapeutique permet la rémission, voire la disparition des symptômes. On doit traiter parce que c'est les conséquences ophtalmologiques et extracrâniales sont irréversibles. Et merci.